Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de la création conjointe en général, ainsi que de la création ou conception conjointe des politiques. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? À quoi ce concept peut-il ressembler? Mais d'abord, une clarification. La création conjointe n'est pas la même chose que la consultation. Quelle est la différence? Eh bien, je crois que la principale distinction est que la consultation est à la base unidirectionnelle, tandis que la création conjointe est bidirectionnelle et qu'elle se définit comme une relation partagée aux fins d'analyse et de prise de décision. Donc, la création conjointe débute lorsque nous commençons à partager le contrôle. Elle exige d'aborder différemment notre position dans les systèmes d'analyse de problèmes, d'élaboration de solutions et de prise de décision. Donc, nous devenons moins le bout de l'entonnoir par lequel tout passe, et en tant que fonctionnaires, nous devenons davantage les catalyseurs, les libérateurs et les pairs dans le dialogue, dans le but de déployer un effort collectif pour trouver des solutions. Donc, permettez-moi de vous donner quelques exemples. J'ai entendu parler récemment du Laboratorio para la Ciudad, le laboratoire pour la ville à Mexico. Ce lab a réalisé certaines choses formidables que j'aimerais citer comme exemple d'approche de création conjointe. L'exemple le plus étonnant et le plus ambitieux de ce laboratoire est son projet d'externalisation de leur constitution de Mexico. Les participants ont travaillé avec Change.org. Ils ont mobilisé toutes sortes de moyens en personne et technologiques pour mener des consultations. Ils ont impliqué 500 000 de personnes dans l'élaboration d'une nouvelle constitution pour leur ville en tant que projet de création collective plutôt que de simples consultations passives. Ce projet rassemblait un contingent important de jeunes de la ville qui n'étaient même pas encore en âge de voter, mais qui s'engageaient ouvertement à établir une vision pour leur ville qui tiendrait compte des points de vue des enfants et des jeunes, sachant qu'après tout, 5 millions des résidents, soit près du quart des habitants de la ville, sont âgés de 15 ans et moins. Et voici un autre exemple, un peu près de chez nous. Je mentionnerai les explorations des initiatives pilotes du processus participatif d'établissement du budget dans des villes canadiennes. Des villes telles que Toronto, Guelph, Vancouver et Victoria font l'expérience de modèles de processus participatif d'établissement du budget, certaines depuis de nombreuses années. Le processus participatif d'établissement du budget, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un processus démocratique grâce auquel les membres d'une collectivité décident directement de la manière dont une partie du budget public sera dépensée. C'est plus qu'un référendum sur les priorités en matière de dépenses. Un aspect clé qui fait de ce processus une création conjointe est la discussion et la réflexion qui impliquent les citoyens et les groupes communautaires dans la détermination des besoins et des possibilités avant que les propositions ne soient définies et votées par le public. Donc, jusqu'à présent, mes exemples mettaient l'accent sur des contextes plutôt municipaux, mais qu'en est-il sur le plan du gouvernement fédéral? Je crois que nous avons également quelques exemples stimulants à l'horizon. De nombreuses personnes parmi vous penseront à d'autres exemples sûrement, mais en voici quelques-uns qui proviennent de mon univers. Notre ministère, par exemple, à EDSC, a mené des expériences au moyen de marathons de programmation, des hackathons, et de technologies civiques, qui sont des outils nous permettant de rassembler des gens autour de problèmes particuliers afin de plonger profondément dans les enjeux et d'avoir accès à des équipes ayant une expertise variée pour travailler sur des solutions ensemble. Les solutions consistent souvent à trouver de nouvelles manières à déployer des données et la technologie afin d'être en mesure de dégager de nouvelles réponses. Et tous mes exemples jusqu'à présent concernaient l'ouverture de processus plutôt à grande échelle. Mais il y a également des manières d'appliquer des techniques de création conjointe dans des cercles plus restreints, et c'est parfois ce qu'il faut faire. Dans notre lab, par exemple, nous avons appliqué la technique dans quelques travaux interministériels, par exemple pour rassembler des groupes provenant de divers ministères afin d'examiner les enjeux relatifs à la croissance inclusive à partir d'une même perspective qui touche tous les mandats, pour ensuite travailler à la conception conjointe et à la priorisation des solutions ensemble. Nous avons aussi organisé des ateliers communautaires avec des partenaires lors desquels nous avons partagé la responsabilité d'établir les programmes. On a partagé l'analyse des résultats et orienté les résultats vers les intérêts communs ensemble.
Ce sont ces exemples. Ces exemples peuvent sembler de moindre importance, mais je veux que les gens prennent conscience qu'il n'est pas nécessaire toujours d'avoir un laboratoire révolutionnaire comme celui de Mexico pour être en mesure d'appliquer les principes dans la manière dont nous effectuons notre travail dans la vie de tous les jours. Alors, il y a certaines conditions clés qui est nécessaire d'examiner si vous essayez de faire avancer un processus de création conjointe. Voici certains points à retenir. Premièrement, vous n'échappez pas aux responsabilités. La création conjointe ne signifie pas de se distancer et de ne rien faire en laissant la responsabilité aux autres. La création conjointe exige en fait beaucoup de chacun d'entre nous en tant que fonctionnaire et en ce qui a trait à notre contribution au processus collectif. Même dans l'exemple de Mexico qui met l'accent sur une ouverture radicale, il y avait des experts impliqués dans les premières étapes afin de jeter les bases des discussions entourant leur constitution. Et nous tenons souvent ce rôle de ces experts. Nous jouons également un rôle important dans l'information et les données que nous rendons disponibles afin que nos collaborateurs puissent être bien outillés pour s'engager de façon significative. L'autre chose que j'aimerais mentionner, ce ne sont pas tous les problèmes qui se prêtent bien à une approche de création conjointe. Alors, déterminez dans quelle mesure vous pouvez accorder de la latitude aux autres et leur céder le contrôle. Sachez également ce que vous avez à perdre. Il est facile pour nous souvent d'identifier tous les risques liés au renoncement à une part du contrôle. Par contre, souvent, je trouve que l'un des meilleurs arguments pour repousser les frontières dans cet espace et de faire réfléchir aux conséquences, c'est de faire réfléchir aux conséquences qui pourraient survenir si les gens ne ressentent pas qu'ils font partie de la solution. Enfin, mon dernier conseil, ne laissez pas la perfection être l'ennemi du progrès. Je dois me rappeler moi-même ce principe assez souvent. Même les petites étapes pour en arriver à des processus plus axés sur la création conjointe peuvent s'avérer importantes et nous aider à nous propulser.